Saviez-vous qu'au cœur de la forêt équatoriale, un mythe abject a condamné tout un peuple à l'horreur? Certains chefs de guerre croyaient qu'en s'attaquant aux plus vulnérables, les pygmées bamboutis, ils obtiendraient des pouvoirs magiques pour devenir invincibles face aux balles. Ce n'est pas une légende sombre, c'est le point de départ de l'une des enquêtes les plus complexes de l'histoire de la justice militaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du dossier Sheka. Comment la justice a-t-elle fini par briser ce règne de sang? Restez avec moi pour découvrir comment un chef de guerre qui terrorisait plusieurs villages pour des pratiques mystiques et rituelles a fini en larmes devant le box des accusés. Depuis les années 90, la République démocratique du Congo connaît l'un des chapitres les plus tragiques de son histoire récente. Une série de crises politiques majeures, de guerres et de nombreux conflits régionaux ont provoqué la mort de millions de Congolais, parmi lesquels des civils et notamment les populations pygmées. L'implication des États voisins comme le Rwanda ou l'Ouganda dans le conflit en République démocratique du Congo a été documentée dans plusieurs rapports rédigés par les experts des Nations unies et les ONG. Les dirigeants des deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, justifient leur implication par de soi-disant impératifs de sécurité. Mais il est clair qu'elle est essentiellement motivée par le pillage à grande échelle des ressources naturelles de la RDC, notamment l'or, les diamants et autres minéraux utilisés pour la fabrication des objets connectés. C'est dans ce contexte de guerre et de conflits régionaux qu'il convient de s'intéresser à Sheka. Ancien mineur et âgé de 34 ans à l'époque des faits, Ntabo Ntaberi, aussi connu sous le nom de guerre Sheka, fonde en 2009 la NDCA, la Nduma Defense du Congo. La Nduma Defense of Congo est un groupe de milices Maï-Maï dont Sheka dirige la branche politique. L'un des objectifs de la Nduma Defense of Congo est d'entraver le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants. La Nduma Defense of Congo opère à partir de ses bases situées sur le territoire de Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo. La milice a mené des attaques contre les mines d'or situées à Walikale, le plus grand territoire du Nord Kivu, à 150 km à l'ouest de la capitale provinciale de Goma, et a repris notamment les mines de Bissié et extorqué des fonds aux populations locales. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, soumis au travail forcé et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Nduma Défense du Congo (NDC) a également recruté de force et détenu des garçons dans ses rangs après des campagnes de recrutement, les faisant devenir des enfants soldats. Mais derrière cette organisation se cache une impunité totale. Imaginez, en 2011, alors qu'un mandat d'arrêt international pèse déjà sur lui pour crime contre l'humanité, Sheka a l'audace de faire campagne pour un siège au Parlement congolais. Il se croit intouchable, il se voit déjà député. Tout bascule entre le 30 juillet et le 2 août 2010. En seulement 96 heures, Sheka ordonne l'apocalypse. Pendant 4 jours et 4 nuits, les recrues de Sheka se mettent en œuvre. 13 villages reculés de Walikale sont rayés de la carte. Le bilan est insoutenable. 287 morts, près de 400 femmes et enfants violés. Les récits font froid dans le dos. Des têtes coupées et placées sur des pieux pour terroriser les civils. Voici ce que Nadine Saïba-Mpila, procureure de la République à Goma, a déclaré à ONU Info. Je cite. Sheka n'était pas n'importe qui. Sheka a commis des crimes d'une ampleur jamais vue en RDC. Ces soldats ont égorgé des gens et mis la tête de ces gens sur des pieux
et on marchait dans les rues des villages pour dire « c'est ce qui vous attend si vous ne dénoncez pas ce qu'ils appelaient les ennemis ». Fin de citation. Lors de ces attaques, ceux qui le pouvaient se sont enfuis en lieu sûr. Certains ont demandé l'aide médicale auprès des ONG voisins. En 2 semaines, les récits des survivants sont parvenus aux autorités. Les médias ont qualifié les attaques de viols de masse. La communauté internationale est tellement indignée que la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, est envoyée pour soutenir le déploiement d'un contingent de police. Alors, pourquoi ces milices agissent-elles ainsi? Pour la Ndouma Défense du Congo, NDC, l'objectif est de punir les populations locales accusées de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Mais au milieu de ce chaos, une cible est particulièrement visée, les pygmées bamboutis. Qui sont les pygmées bamboutis et pourquoi sont-ils attaqués? Les peuples pygmées seraient les premiers habitants des forêts équatoriales d'Afrique centrale. Ils vivent actuellement dans plusieurs États africains. Un nombre significatif vit au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, ainsi qu'en RDC. Ils sont généralement connus sous le nom de Batwa ou Pygmées Batwa. En République démocratique du Congo, notamment en Ituri, les pygmées s'appellent les Bamboutis ou Pygmées Bamboutis. Le terme pygmée lui-même, largement utilisé en français, ne semble pas avoir une connotation aussi péjorative que dans d'autres régions. Les pygmées bamboutis d'Ituri et des Kivu n'ont jamais pris les armes pendant les conflits et les guerres en République démocratique du Congo. Malgré cela, ils ont été la cible d'attaques de divers groupes armés. Pourquoi sont-ils attaqués? La situation géographique de leur village ainsi que leur connaissance des chemins forestiers et de la chasse les ont rendus vulnérables. Particulièrement au cours des phases les plus récentes de la guerre en Ituri, les pygmées bamboutis ont été forcés par différents groupes armés opérant dans la forêt à leur servir d'éclaireurs et à chasser du gibier à leur place. Les pygmées bamboutis se retrouvent ensuite à subir les représailles menées par des groupes armés rivaux. Les agresseurs justifiaient souvent leur violence à l'encontre des pygmées bamboutis par certaines croyances mystiques à propos d'un pouvoir spécial que les bamboutis détiendraient du fait de leurs origines de peuples de la forêt. La traduction la plus commune de ces mythes est l'affirmation d'une croyance selon laquelle les maux de dos et autres affections peuvent être guéris en couchant avec des femmes pygmées bamboutis. Une croyance souvent utilisée comme justification des viols. Une autre croyance affirme que le viol serait également censé neutraliser les pouvoirs magiques des femmes âgées, gardiennes des fétiches. D'ailleurs, les Maïmaï auraient souvent fait preuve d'une grande cruauté et auraient torturé à mort des femmes accusées de leur avoir jeté un mauvais sort. Les miliciens Maïmaï utilisent des parties de corps des pygmées bamboutis pour fabriquer des fétiches et des amulettes afin de se rendre invincibles et d'obtenir de soi-disant pouvoirs magiques. Certains féticheurs, comme au Katanga, auraient découpé et fait sécher des organes génitaux féminins et masculins pour en faire des fétiches. D'autres auraient utilisé des fœtus. Des miliciens du Sud Kivu auraient aussi recueilli du liquide vaginal pour fabriquer des fétiches et des amulettes. Des milices du MLC, Mouvement de libération du Congo, et du RCDN, Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, auraient également fabriqué des amulettes à l'aide d'organes génitaux boucanés de pygmées bamboutis. Toutes ces croyances et tous ces actes
révèle les aspects les plus sombres de l'histoire récente de la RDC, à savoir l'utilisation du corps de l'autre comme une matière première mystique. De 2010 à 2014, la milice de Sheka, la Ndouma Défense du Congo (NDC), va attaquer et piller des villages entiers dans les territoires de Walikale et de Massissi, tuant et violant systématiquement leurs habitants. Certaines de ces opérations ont été menées en coalition avec une unité du groupe armé les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dirigé par Séraphin Nzitonda, surnommé Lionceau. À partir de 2011, des affrontements entre la Ndouma Défense du Congo (NDC) et d'autres milices, d'une part, et entre la Ndouma Défense du Congo (NDC) et l'armée congolaise, d'autre part, vont provoquer des déplacements massifs de population et exacerber des tensions ethniques préexistantes. Au total, la Ndouma Défense du Congo a conduit au moins une douzaine d'attaques à l'encontre de la population civile, causant au moins 400 décès et 200 cas de violences sexuelles rapportés, dont des cas de violences sexuelles commises sur les pygmées Bambouti au nom de pratiques rituelles. Des preuves de crimes d'une extrême violence et de pratiques cruelles, telles que le recrutement de plus de 150 enfants soldats, esclavage sexuel, etc., ont été consignées pour la période entre 2012 et 2014. En novembre 2010, le vent tourne. Une plainte est déposée contre le chef de guerre Sheka. Les autorités congolaises émettent un mandat d'arrêt national contre Sheka et le Conseil de sécurité de l'ONU l'inscrit sur sa liste de sanctions, à savoir l'interdiction de voyager et le gel de ses avoirs. Mandatée pour protéger les civils et soutenir les autorités nationales, la MONUSCO va lancer l'opération Silent Valley début août 2011 pour aider les habitants à retourner en toute sécurité dans leur village. Sheka devient donc un fugitif. Acculé, affaibli par l'opération Silent Valley de l'ONU, Sheka se rend le 26 juillet 2017 aux Casques Bleus, qui vont ensuite le transférer aux autorités congolaises. Le procès s'ouvre enfin en novembre 2018 devant la cour militaire de Goma. C'est un défi titanesque. Les enquêteurs ont été confrontés à d'énormes difficultés pour localiser les survivants. Les enquêtes vont être menées pendant plusieurs années dans une zone de conflit active. De nombreuses victimes identifiées au début des enquêtes ont dû par la suite se déplacer à cause de l'insécurité persistante et donc n'ont pas pu participer au procès. D'importantes pièces à conviction comme des certificats médicaux confirmant des cas de viol ont disparu ou ont été endommagés par des groupes armés. Résultat, 3000 éléments de preuve sont examinés, 178 témoins entendus, 108 audiences se sont tenues. Sur les bancs des accusés figure Ntabo Tamberi alias Sheka, leader de la Ndouma Défense du Congo (NDC), Séraphin Nzitonda, surnommé Lionceau, leader au sein des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et allié de Sheka. Un combattant de la Ndouma Défense du Congo (NDC), Jean-Claude Lukambo alias Kamutoto, et l'infirmier de Sheka, Jean Ndoulé Bateshi. Malgré leur mise en accusation, la peur rôde. Sheka appelle des témoins depuis sa cellule pour les menacer de mort. Un ancien enfant soldat de la Ndouma Défense du Congo (NDC), originaire de la localité de Pinga dans le territoire de Walikale, s'est rendu à Goma en 2019 pour témoigner. Il raconte comment
Les combattants fidèles à Sheka l'avaient intimidé, lui et sa famille, à Walikale. Je cite: La menace est venue lorsque j'avais quitté Pinga depuis longtemps, car tout le monde savait pourquoi j'étais parti. Les combattants ont dit que quiconque irait à Goma et dirait des mensonges contre Sheka au procès aurait à s'expliquer plus tard. Fin de citation. L'ancien enfant soldat a affirmé que Sheka lui-même l'avait appelé à plusieurs reprises alors qu'il était à Goma pour témoigner et avait menacé de le faire tuer. Le père du témoin s'est enfui à Pinga, tandis que l'ancien enfant soldat retardait son retour, ce qui l'a contraint à manquer l'école pour le reste de l'année scolaire. Il a ajouté qu'à son retour à Pinga, 10 combattants se sont présentés à son domicile, l'ont ligoté et l'ont emmené dans leur camp. Je cite: Ils m'ont dit que j'étais coupable de trahison à l'égard du mouvement. Ils m'ont frappé à coups de bâton jusqu'à ce que mes vêtements soient déchirés. Fin de citation. L'ancien enfant soldat affirme avoir été détenu pendant une semaine en plein air, les mains liées et battu quotidiennement. Il a finalement été libéré lorsque sa famille a versé une rançon d'environ 400 $. Des activistes locaux qui ont identifié des victimes et des témoins et qui ont facilité leur voyage jusqu'à Goma ont également été menacés. L'un d'eux a déclaré que Sheka et ses collaborateurs l'avaient menacé à plusieurs reprises en personne et par SMS. Il a précisé qu'il lui avait dit de cesser de travailler sur leur dossier, faute de quoi il risquerait sa vie. Les premiers témoins à comparaître devant le tribunal étaient 6 enfants. Les victimes vont témoigner jusqu'en juillet 2020. Face à leur courage, l'arrogance de Sheka se brise. Sheka est alors appelé à témoigner à la barre. Après son témoignage, surprise, celui qui terrorisait les plus vulnérables se met à pleurer. Nadine Saïba Mpila, procureure de la République à Goma, se souvient. Je cite: Je crois que Sheka s'est rendu compte qu'il était maintenant seul. Il devait assumer la responsabilité de ses actes. Les larmes d'un accusé sont une réponse. Fin de citation. Au final, les enquêteurs vont interroger plus de 290 victimes avant le procès, mais seulement 11 d'entre elles vont témoigner lors des audiences, soit moins de 10%, dont 6 anciens enfants soldats et 2 survivantes de viols de masse. Pourquoi si peu de témoins se sont présentés lors de l'audience? Tout simplement par crainte de représailles ou en raison d'intimidation, de menaces, mais également de l'insécurité persistante dans la zone. Le 23 novembre 2020, le verdict tombe. C'est la perpétuité pour Ntabo Ntamberi alias Sheka. Il est reconnu coupable de 7 chefs d'accusation de crimes de guerre commis par sa milice, la Nduma Defense of Congo, dans les territoires de Walikale et Masisi en 2010, puis entre 2012 et 2014. Parmi les chefs d'accusation figurent notamment le viol de masse et l'esclavage sexuel, meurtre, pillage et le recrutement d'enfants soldats. Séraphin Nzitonda, surnommé Lionceau, leader au sein des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et allié de Sheka, a été lui déclaré coupable de crimes contre l'humanité sous la forme de viol et condamné lui aussi à la prison à vie. Le combattant de la Ndumba Defense of Congo NDC, Jean-Claude Lukambo, alias Kamutoto, est quant à lui condamné à 15 ans de prison pour insurrection et meurtre. L'infirmier de Sheka, Jean Ndoulé Bateki, a été acquitté. Cependant, 4 autres co-accusés sont toujours en liberté.
Le tribunal a fixé les réparations des 11 victimes qui ont participé au procès pour un montant allant d'un équivalent de 4 000 $ à 12 000 $. Ces indemnités doivent être payées par Sheka et ses co-accusés. Pour le colonel Ndaka Hippolyte, procureur en chef, cette décision est une fierté nationale. La justice congolaise, je le cite, l'a fait. Selon moi, ce procès est un rappel que la paix ne peut exister sans une justice qui regarde l'horreur en face. Est-ce que cette décision de justice est vraiment une victoire? Selon moi, le procès de Sheka a laissé apparaître de graves lacunes, notamment des failles dans la protection des victimes et des témoins. Tout d'abord, beaucoup de témoins n'ont simplement pas pu se rendre au tribunal par crainte de représailles ou en raison d'intimidation, de menaces et de l'insécurité persistante dans la zone. Ensuite, les juges n'ont pas examiné les informations crédibles relevant la responsabilité de personnalités gouvernementales et militaires de haut rang dans les exactions commises par les forces de Sheka. Human Rights Watch avait constaté que des officiers de l'armée congolaise et des responsables rwandais avaient apporté un soutien financier et logistique aux opérations de Sheka en diverses occasions entre 2009 et 2014. Donc, les autorités judiciaires congolaises auraient dû enquêter sur la responsabilité de certains officiers supérieurs de l'armée et politiciens dans leur soutien au mouvement de Sheka et engager des poursuites appropriées. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Sachez que la marginalisation que les pygmées bamboutis connaissent au sein de la société congolaise a eu des conséquences extrêmes en temps de guerre. Le mépris institutionnalisé envers les droits des pygmées bamboutis et le manque de sérieux avec lequel leurs plaintes sont traitées, notamment les violences qu'ils ont subies, ont permis à tous les groupes armés de l'Est de la RDC d'attaquer les villages des pygmées bamboutis en toute impunité, pillant et commettant les pires horreurs. Après avoir été expulsés par la force de leur village, les pygmées bamboutis ont souvent dû vivre pendant de longues périodes dans la forêt sans protection, livrés aux animaux sauvages, aux maladies et à la faim. Le peuple bambouti continue encore aujourd'hui à lutter pour sa reconnaissance et sa protection. En partageant cette vidéo, vous aidez à faire connaître le sort des populations pygmées bamboutis, les oubliés de Walikale. Et vous, que pensez-vous de ce dossier? Connaissiez-vous cette histoire des pygmées bamboutis? Est-ce qu'il fallait engager la responsabilité de certains officiers supérieurs de l'armée et politiciens congolais et rwandais? Dites-le moi en commentaire. Si ce sujet vous a intéressé, je vous invite à découvrir ma vidéo intitulée Verdict historique en RDC, le crime de grossesse forcée reconnu comme crime contre l'humanité. Il s'agit de l'analyse de la condamnation d'un célèbre chef de guerre en RDC. Vous pouvez également visionner ma vidéo intitulée Ils l'ont forcé à l'inimaginable. Il s'agit du témoignage d'une victime forcée à commettre un acte de cannibalisme sur son époux. Avant de vous quitter, je vous invite à partager massivement cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite.